Bienvenue à toutes les vermines pour cette nouvelle baignoire. Alors aujourd'hui, je reçois pour la première fois un candidat de koh, donc Romain, la plus grande des pourritures de ce programme. Comment vas-tu, boule de pu? Très bien, et toi? Écoute, tout va bien. Est-ce que tu es prêt pour mon dépucelage? Non, je ne te dépucellerai pas parce qu'à mon avis, tu n'es plus puceau. Oui, bah écoute, en tout cas, c'est un dépucelage spécial koh puisque c'est la première fois que j'interviewe un candidat de koh. Tu es donc le premier à prendre place dans cette baignoire. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu te sens bien? Je me sens super bien, je te remercie pour l'invitation, c'est super cool et j'espère faire honneur au programme. Bon, bah, j'espère que tu feras aussi honneur au programme. En tout cas, tu te doutes bien, si tu es aujourd'hui dans ce bain, c'est uniquement puisque je te trouve extrêmement appétissant. Voilà, je n'ai pas pris le premier blaireau qui me passait sous le doigt. Sache que tu m'excites terriblement. Voilà, je préfère te prévenir avant que tu sentes des corps étrangers flotter. Je vais donc te remettre, forcément, tu t'en doutes, comme dans koh, un flambeau pour démarrer cette interview. Un flambeau que je serai libre d'éteindre à tout moment si tes réponses ne me conviennent pas. Ici, nous sommes dans la dictature Jérém Star. Je t'éjecte lorsque je le souhaite et j'éteins ton flambeau quand ça me chante. On va créer un putsch alors. Voici donc ton flambeau, Vermine. Je pense que cette baignoire va être la plus belle aventure de ta vie, une aventure à mes côtés. Une aventure d'une vie comme koh. Une aventure qu'on n'oublie pas. On va essayer de pas l'oublier. Bon, en tout cas, ça aurait été des négociations pas possibles pour t'avoir torse nu dans cette baignoire. Alors écoutez, moi je ne comprends pas à chaque fois ce genre de personnages qui ne veulent pas se mettre torse nu, alors qu'on les voit à moitié à poil, y compris l'arrêt du cul, dans tous les épisodes de koh. Donc est-ce que tu as un problème de pudeur ? Pas du tout, non, je suis pas du tout quelqu'un de pudique, mais voilà, je me suis dit qu'on pouvait prendre un bain habillé aussi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Chez Jérém Star, ça n'existe pas. Le but est quand même de dégager le poitrail et d'observer ce corps velu. Mais qu'est-ce que c'est que cette migale? Je hurle, il est poilu comme une migale. C'est normal, on appelle ça de la virilité. Ah, de la virilité. Complètement. Je crois que le flambeau vient de s'éteindre. Donc... Ah, bah le flambeau s'est déjà éteint. Décidément, celui-là n'aura pas fait long feu. Éliminé, donc je vais sortir de la baignoire. Mais... Certainement pas, mais je vais te le reprendre. Écoute, je te le remettrai à la fin. En tout cas, Vermine, franchement, koh, quand on voit The Island, ça nous fait quand même doucement rire. C'est vrai que The Island, c'est quand même, en ce moment sur M6, beaucoup plus physique, beaucoup plus éprouvant. Est-ce que t'as pas l'impression, je sais pas si tu regardes, mais que à côté, clairement, koh, c'est le Club Med. Crois-moi que c'est la même chose qu'on vit. Alors, la même chose, vous avez de l'eau, vous avez une citerne, vous avez du riz, du poisson à bouffer. C'est quand même beaucoup plus facile. Alors, le riz, on l'a, mais on le gagne au début. L'eau, on la trouve. Eux n'ont pas d'eau, mais ils arrivent pendant les moussons, donc ils ont un peu d'eau déjà, c'est cool. Après, ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils ont des vêtements techniques, on les voit avec des kawaii. Moi, j'aurais vendu mon frère pour un kawaii. Ah. Changer de bord pour un kawaii. Si je t'avais offert un kawaii en échange d'une petite partie de jambes en l'air. Non. Poule pondeuse, poule pas sympathique. Donc non, The Island est un programme pareil que koh. Et en plus de ça, vous n'avez pas le stress des épreuves, le stress des votes. Et ça, psychologiquement, ça vous fatigue grave. Ah, c'est horrible. C'est horrible de virer quelqu'un qui est resté 15 jours à vos côtés, de voter contre lui. C'est difficile, surtout qu'on les juge et qu'on n'est pas à même de les juger. C'est de la stratégie. Moi, j'aime pas trop ça. Oh, arrête, s'il te plaît, t'es la pire des pourritures. Éjecter les gens pour aller en finale, au début, ne te gênez pas. Alors, j'ai jamais éjecté les gens pour aller en finale, j'ai éjecté les gens pour avancer mieux dans l'aventure. Voilà, je m'excuse à toutes les personnes que j'ai pu blesser dans l'aventure d'ailleurs. Tu veux pas lâcher le flambeau? Tu me fais flipper. Pourquoi? Parce que t'es en train de le malaxer langoureusement. Ah, pardon, je l'avais pas fait exprès. Bah écoute, à défaut d'avoir ton flambeau, je me contente de ce que j'ai. Un vulgaire bout de bambou. Laisse mon flambeau où il est. Voilà, attends, je me débarrasse de ce flambeau parce que du coup, ça m'embarrasse un peu. On va reparler de ce scandale qui a eu lieu il y a quelques années dans koh, donc avec un arrêt cardiaque qui avait... donc du coup, annuler la saison en cours. Je voudrais savoir justement si lorsqu'il y a un problème pendant koh, si les médecins interviennent rapidement, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ils sont là très rapidement. Il y a un medical crew qui est sur chaque camp, qui évolue tous les jours. Ils sont à côté de nous. On a un médecin qu'on peut contacter par talkie-walkie qui va lui envoyer le medical crew. On le voit pour Cassandre qui a une otite. Et pendant la nuit, on est obligé d'appeler le médecin parce qu'elle est vraiment mal. Et le medical crew intervient de suite. Donc on est très très encadré, très entouré. Sur chaque début d'épreuve, on peut voir le médecin. Donc si on a des petits bobos, des petites blessures, moi j'avais des cloques partout dans les mains, c'est pour ça qu'on me voit avec des bandages. Et c'est le médecin avant chaque épreuve qui nous faisait les bandages et qui nous conseillait sur
notre état. Voilà, il nous faisait un petit check-up au début de chaque épreuve. Comment au quotidien tu gérais cette faim, puisque forcément voilà, on ne mange pas à volonté. Est-ce que le corps vraiment a des manques? Est-ce que c'est si difficile que ça tous les jours de faire des épreuves physiques sans manger à sa faim? Alors c'est le plus dur, hein, de pas manger, bien sûr. On ne gère pas, on subit. Je pensais qu'avec le judo que je faisais, les régimes, ça allait m'aider, mais ça ne m'a pas du tout aidé. On ne mange pas du tout, et donc du coup, on réfléchit mal, parce qu'on a les neurones qui collent quand on mange pas et quand on dort pas. La moindre parole nous exaspère au plus haut point, alors que normalement, on n'aurait pas réagi comme ça. Voilà, la faim dirige vraiment nos relations. Tu penses qu'à ça, les gens discutent de ça, et ça c'est atroce. Ils parlent de bouffe toute la journée, alors que toi tu essaies de te cloisonner ton esprit et de ne plus penser à la nourriture, simplement à ce que tu peux trouver dans la nature. Donc c'est difficile, oui, c'est difficile, et t'endors pas, t'as manque ta faim. Dans une aventure comme koh forcément, les nécessités du corps sont parfois un petit peu embarrassantes. Comment faisais-tu tes besoins et où? Alors, mes besoins, je les faisais dans l'eau, parce que je trouvais ça beaucoup plus hygiénique. Et toi, t'arrives à chier dans l'eau. Bah ouais, en même temps, j'habite au bord de la mer, et quand j'étais petit, ça m'amusait de faire popo dans l'eau. Oui, dans les piscines municipales. Non, pas dans les piscines municipales, je me serais pas permis, mais à la mer, quand on va pêcher avec mes potes, le matin après le petit déjeuner, souvent ça arrive, quoi. Il y a un truc rigolo, c'est qu'un pote avant de partir, il m'avait expliqué une technique de pêche. Cette technique de pêche-là, elle est un petit peu bizarre, c'est que je faisais mes besoins dans l'eau, on va dire, je faisais mes besoins dans l'eau, et en fait, je prenais une tête de poisson que je mettais au bout d'une branche. Ça me servait d'appât. Mon caca qui était autour de moi me servait d'amorce, donc les poissons venaient manger mon caca, et quand ils sentaient le poisson, ils montaient jusqu'au poisson, et à ce moment-là, je tapais dans l'eau pour les récupérer, faire comme un ours qui pêche. C'était une technique. Mais tu faisais tes besoins que les poissons mangeaient pour les pêcher? Oui, Ça veut dire que vous bouffiez des poissons remplis de merde. on mangeait ce qu'on trouvait, quoi. C'était c'est l'instinct de survie, et, on n'a pas le choix. Cette technique n'était pas simple pour mes camarades, parce que quand je déféquais dans l'eau, malheureusement mes rondins flottaient à la surface et étaient ramenés par le courant sur la berge. Et donc ils ont crié un jour, donc c'était Stevie et Amir, je crois, qui m'ont sommé d'arrêter de faire popo dans l'eau, alors que c'est beaucoup plus hygiénique, on peut s'essuyer beaucoup plus facilement, et c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de le cacher, et on marche pas dedans, et en plus de ça, on sert l'écosystème qui va nourrir tous les petits poissons qu'on va manger après. Oui, vu comme ça, c'est sûr que c'est une chaîne, une chaîne, quoi. Ça, c'est la chaîne alimentaire. Exactement. Bon, donc en tout cas, tu as dû arrêter de faire tes besoins dans l'eau. J'imagine que ça a été un traumatisme. Et donc tu as dû enterrer tes crottes. Bah ouais, malheureusement, j'ai dû changer de technique. Du coup, j'ai fait des petits trous dans le sable, et voilà, j'ai enterré mes crottes comme un petit chat. Bon, écoute, tant mieux, hein. Voilà. Puisqu'on parle, Vermine, de commodité et de crotte, je vais donc te lire un dilemme de carrière qui figure donc dans mon livre. Tu sais que je sors un livre le 4 mai, Télé-réalité, le manuel pour percer. Et donc il y a des petites pages rigolotes, des dilemmes de carrière. Donc tu vas me dire ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères te soulager dans les bois et t'essuyer les galettes avec des ronces pendant 40 jours dans koh, ou partager ta lunette de toilette dans Secret Story pendant 3 mois avec 15 candidats et choper tout un tas de bactéries? Alors, je préfère m'essuyer le cul avec des ronces plutôt que de faire cette émission Secret Story qui, pour moi, n'a aucun intérêt. Et voilà. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation et de vos odeurs épouvantables pendant le tournage? Une fois qu'on se fait éliminer et qu'on est dans l'attente avec le journaliste qui nous accompagne, là, on se rend compte de l'ampleur des dégâts, en fait, et qu'on se sent, C'est abominable. on pue, on dirait qu'on est dans le métro, à côté d'un clochard qui sent mauvais, quoi. Je puais, en sortant, on puait. Et quand les gens reviennent donc dans la maison des éliminés et qui se sont fait virer, on sent, en les prenant dans les bras, que voilà, on sent qu'ils puent, quoi. Parlons de sexe, Vermine. Forcément, dans une aventure comme celle-là, j'imagine que la libido diminue. La libido n'existe plus. C'est comme une voiture et on met pas d'essence dedans. La voiture, elle avance pas. Quand même, t'arrives quand même à bander. Ah non, le premier jour, c'est comme d'habitude. Et ensuite, on se rend compte que le matin, on n'a plus notre gueule matinale. Et Tu avais des problèmes d'érection? dans l'aventure, oui, malheureusement, c'est médical, que le médecin nous a prévenu qu'on n'aurait plus du tout les mêmes sensations. Et on
on n'a même plus du tout envie. L'instinct de survie annihile complètement la sexualité et toute libido qu'on peut avoir. Pour les femmes, c'est le contraire. On dégage plus de phéromones. Donc, du coup, les hommes dégagent plus de phéromones. Du coup, elles sentent peut-être la chose. Et comme elles réagissent beaucoup mieux à la faim, elles réagissent beaucoup mieux que nous à la survie. C'est le contraire. Elles sont plus excitées. Elles sont plus excitées. Tu t'es même pas masturbé une seule fois, t'as même pas essayé. Pas une seule fois, j'ai même pas essayé, ça m'a Même pas le premier jour. Même pas le premier jour, ça m'a même pas traversé l'esprit. Honnêtement, c'est une émission d'aventure, c'est pas une émission où on est cloisonné dans des endroits et où on se regarde et on se sent le cul. Personne n'a eu de rapport sexuel, mais il nous donne des préservatifs. Ces préservatifs, c'est préventif. On ne sait jamais s'il y en a un qui est chaud, eh ben, au moins, il est protégé. Il peut pas avoir d'histoire. Ouh, du lait. Mais c'est vrai, si vous avez faim, faut boire du lait. Enfin bref. D'accord. Donc il y a quand même des préservatifs. Oui, il y a des préservatifs. J'aimerais des explications, Vermine, sur ton comportement, on peut le dire, misogyne, infect, odieux. Tu as été vraiment imbuvable pendant cette aventure, à commander tout le monde, à faire le mec dominateur et viril. Si ça t'amuse dans l'intimité, je veux bien, mais là, c'était trop. Accusé, répondez. Alors c'est vrai que dans la vie, je peux être un petit peu autoritaire et dirigiste avec les gens qui sont autour de moi et dans mon travail. Oh, ça m'excite terriblement. C'est vrai. Poule pondeuse. J'en peux plus de tes expressions. Donc du coup, oui, tu as eu un comportement infâme. J'étais infâme, on mange pas, on dort pas, donc du coup, c'est vrai qu'on est au bout de nous-mêmes et que notre communication est un petit peu coupé, quoi. On est très vite. Non, oui, mais toi, ça se sent dans tes gènes que t'es un gros connard. Un peu. Je suis pas un gros connard déjà. Je suis pas un gros connard. Je suis quelqu'un avec un petit peu de caractère qui le montre et qui s'impose un petit peu. Je suis pas du tout misogyne. Je vois pas pourquoi on dit ça. Tout le monde le pense. Hein. Moi, je ne suis que le reflet des réseaux sociaux. Non. Les gens. Escroc. Non. Alors vous. Que de chat. Non. Boule au pot. Bah écoute, justifie-toi parce que là, pour l'instant, les réponses ne sont pas plausibles. Donc, tu me gueules dessus comme ça, tu veux que je fasse quoi? Non mais explique pourquoi tu as été un connard tout au long de l'aventure. À chaque fois que je parle de toi dans la rue, les gens me disent « Ah ouais, c'est le gros con, celui qui faisait chier tout le monde et qui commandait tout le monde. » Il faut tous qu'on ait un rôle dans l'aventure et je pense qu'au montage, ce trait de caractère-là leur ont plu, même s'ils le redorent après, parce qu'ils jouent avec les émotions des téléspectateurs. Apparemment, tu étais un petit peu en colère du montage. Il y a eu des séquences où on t'a un petit peu douillé. Est-ce que tu peux nous raconter? C'est vrai que toujours dans cette optique de renforcer cette image de super connard, il y a des séquences au montage qui n'ont pas été en ta faveur et même qui ont été, on peut le dire, bidonnées. Super connard, quoi. Bah ouais, il y a des moments où le montage, par exemple, quand je dis à Amir une petite phrase qui a été reprise sur les réseaux sociaux, Amir était couché, c'était le matin, on se levait, je tape dans le dos d'Amir et je dis le fait va se faire tout seul. Mais c'était simplement pour lui donner de l'énergie, quoi, pour le piquer un petit peu de bon matin. C'était sous ton de l'humour. La phrase que je dis a été posée sur une image où je suis de dos, on ne me voit pas parler. À ce moment-là, je ne dis pas ça. Alors, il y a un truc, une séquence quand même qui était, mais la rente. C'est du mal avec la rente. La rente, c'est l'appel à ta mère, ce gros macho pourri misogyne qui pleurniche au téléphone et qui se plaint à sa maman. C'était quand même une scène hilarante. Le vrai macho misogyne, comme les gens peuvent le penser, qui malheureusement a des émotions et a un cœur. Toi, t'as un cœur? Ouais, j'ai un cœur. Le truc, c'est que je me suis cloisonné, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça. Je me suis cloisonné vraiment au niveau de mes émotions. Je voulais pas trop penser à ma famille, pas trop penser à mes proches. Et quand j'ai entendu la voix de ma maman, j'ai craqué, quoi. Voilà, quand Denis Brognard, la première fois, me posait la question alors vous êtes content de cette épreuve de confort? Et je lui ai dit donne-moi une bâche, que je me mette que je me mette à l'abri, quoi. J'en ai rien à faire d'appeler ma maman. Et en fin de compte, grande gueule que je suis, j'ai pleuré en ayant ma maman au téléphone. Et voilà, c'est pleurer devant la France entière, voilà, c'est... Oh non mais la Vermine est gênée. Je suis gêné parce qu'on est à nu, là, on touche les émotions et on touche le fin fond de moi-même. Sans que je voulais le toucher, ce fin fond.
Bon, en tout cas, ta mère te manquait, en tout cas, c'est le message à retenir. Hein. Bah oui, ma maman me manquait, mon papa me manquait, mon frère me manquait, toute ma famille me manquait. Je veux dire, c'est normal. Et même au bout de 18 jours, les gens peuvent dire oh, ce pleurnichard, regardez-le et tout, ça fait que 10 jours qu'il est là-bas. C'est le fragile. Voilà, c'est ça. En fin de compte, allez-y, et je veux bien que vous ayez vos parents au téléphone. Est-ce que tu pleurais en pensant à moi? Non, Ah, je te manquais pas. non. L'escroc, cul de chatte, poule au pot. Pendant Koh-Lanta, tu as été donc nommé ambassadeur de ton équipe, donc des Rouges, pour la réunification. Donc tu avais le choix soit d'aller au boule noire, soit de sacrifier quelqu'un de ton équipe. Tu étais face à Cassandre, et Cassandre t'a suggéré de sacrifier Laurine. Tu as refusé. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Laurine te plaisait et que tu as envie de la garder à côté de toi? Ou est-ce que c'était encore une fois de la manipulation pour te racheter une image et montrer que tu n'es pas tant un enfoiré que ça? Alors, aucun des deux, j'étais complètement à fond dans l'aventure et dans la stratégie de l'aventure. Cassandre avait deux colliers, donc elle avait 2 filets de sécurité qui auraient au moins pu l'amener jusqu'à l'orientation. Donc, évoluer à côté de quelqu'un qui a ces 2 colliers, c'était pas possible. Je me suis dit, il faut la sortir maintenant, quitte à ce que je parte. Rien à voir avec redorer mon image, rien à voir avec Laurine. C'était vraiment de la stratégie. Je serais parti, c'était le jeu, je suis joueur. Voilà, ça s'est fait comme ça. Alors Cassandre, elle était très stratège et voyait loin parce qu'elle avait monté une stratégie par rapport à notre équipe, les Rouges, et sur l'élimination de chacun d'entre nous. Et j'étais dans un des premiers. C'est ce qu'elle m'avance après son élimination. Elle me dit, voilà, tu vas partir à un moment donné en premier. C'est ou Karima ou toi. Sans me donner de certitude. Mais je savais que j'étais sur la sellette. Donc, il fallait que je gagne cette épreuve d'immunité que malheureusement, je perds. Et je me fais éliminer après. Ouais, Mais je... ouais, c'est mon paillasson qui me gratte. Gratte la toile, vermine. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces poils de cul pour en faire des bracelets brésiliens? Bah ouais, bah c'est toujours ma virilité, hein. Voilà, je suis désolé, je suis quelqu'un de poilu. C'est mes origines. Bisous papa. Mais il y a quand même un gros contraste hein, dans ta virilité. Donc c'est ce physique, un petit peu tous ces poils et cette voix de crécelle. Bah ouais, on est au moins 2 à avoir une voix de crécelle, hein. Salope. Oui, bah ma voix va pas avec mon corps. Écoute, c'est comme Tu ça. étais Hein. victime de moqueries à l'école de cette voix ou pas en cours de solfège, de flûte à bec? Alors, bah, quand j'étais gamin, on me disait tu vas muer. Tu n'as jamais mué. Et que je n'ai jamais mué, j'ai jamais mué. J'ai un petit frère qui a une voix super grave et moi j'ai une voix de crécelle. De fiotte. De fiotte. Mais écoute, c'est pas grave, moi je t'aime quand même, tu m'excites toujours autant, donc t'inquiète pas. Vas-y, reste avec ton canard, tranquille. T'es avec ton canard et hurle de ton côté. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure de Koh-Lanta? J'imagine que ça marque quand même une vie, c'est une expérience quand même hors du commun, physiquement comme mentalement. Déjà, en termes de perte de poids, est-ce que tu as beaucoup perdu de kilos pendant cette aventure? Ouais, j'ai vachement perdu de poids, j'ai perdu une quinzaine de kilos à peu près, je pense. Une quinzaine? Ouais, ben en fait, ça se voit, je veux dire, ça se voit dans l'émission par rapport à aujourd'hui, même juste mon visage, j'avais la mâchoire qui sortait, on aurait dit un chimpanzé, quoi. Et c'est psychologiquement, surtout après l'aventure, qu'on prend conscience de l'image qu'on peut renvoyer. On a souvent une haute estime de soi-même. Ce que les gens peuvent avoir comme jugement sur nous, on se dit toujours c'est parce que voilà, ils nous jugent mal, ils sont jaloux, voilà. Et en fin de compte, quand on se voit à la télé et quand on se regarde et qu'on s'entend, eh ben on s'aperçoit de beaucoup de choses et ça m'a fait extrêmement de bien de me voir. En tout cas, l'aventure m'a fait du bien par rapport à ma communication avec les autres et par rapport à moi, l'introspection sur soi-même. Prochaine étape, les anges de la télé-réalité. Tu sais que aujourd'hui, les anges font souvent appel à des candidats qui ont participé à Koh-Lanta. Vu ton comportement et ton caractère, à mon avis, tu aurais tout à fait ta place dans ce genre de programme. Ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout un programme. Enfin, je vois pas l'utilité en fait du programme. C'est des gens qui ont envie de se faire connaître et qui ont envie de se montrer. C'est une télé-réalité enfermée où en plus de ça, tout est scénarisé. Ils prennent des gens qui ont une façon de parler qui est très difficile. C'est des jeunes qui regardent ça à la télé, c'est des adolescents, des préadolescents qui vont être éduqués avec ces gens à la télé. Énergie 12 qui présente ça. Comment on peut laisser ça sur la TNT, quoi? Je sais pas, privatisez-le, que les gens payent pour regarder ces bêtises, mais pas sur la TNT, quoi. Pas pour que les enfants regardent. Moi, j'ai peur aujourd'hui, je sais pas, je vais être un petit peu extrême, mais d'avoir des enfants et qui voient ces gens communiquer comme ils le font, évoluer, voilà, ils nous envoient des paillettes, ils nous font penser que ça va devenir des méga stars. Moi, je trouve ça mais horrible. Horrible dans la société dans laquelle on vit, de nous envoyer des plumes à la gueule, et c'est ce que tu fais aussi dans ton bar, hein.
Oui, bah qu'est-ce que tu fous dans ce bain, escroc? Justement, je prends la parole et je dis que tout ça c'est de la merde et que toute cette télé-réalité, voilà, ça a passé son temps. C'est dangereux pour la jeunesse et c'est pitoyable de montrer ça dans la société. Aujourd'hui, pour moi, tous ces producteurs de télé-réalité enfermés et cloisonnés, c'est vraiment des escrocs et ils vont nous faire sortir une génération qui va plus avoir envie de rien faire, qui va juste avoir envie d'aller à Miami, se faire dorer la pilule dans une villa, et ils vont se battre pour faire ces émissions en plus. C'est aberrant. Et je pense que les parents ne se rendent pas compte qu'en mettant leurs enfants devant la télé, en les laissant jouer avec la télécommande, ils peuvent tomber sur ces gens qui communiquent très mal, qui, je répète, sont, je pense, des cassos, et qui sont en plus gérés par ces putains de producteurs. Ces producteurs de télé-réalité, il faut les enfermer, il faut arrêter de les mettre en avant. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir sorti ton livre qui montre que la télé-réalité, c'est bien de la bouse. Alors bon, moi c'est vrai que j'ai sorti un livre effectivement qui décrypte cette télé-réalité et qui donne, on va dire, les clés grotesques pour réussir dans la télé. Alors justement, puisque tu me parles de ça, je vais te faire lire un passage de mon livre qui est un avertissement au début du livre sur les dangers de la télé-réalité, puisque même si je traite beaucoup de la télé-réalité au quotidien, effectivement, on ne devient pas une star en faisant de la télé-réalité. Et il y a des dangers pernicieux et des effets pernicieux. Je vais te demander donc de lire l'avertissement qui se trouve donc au début de mon livre. Allez, chatounette avec sa couverture rose. Là, mon Dieu, pourquoi il est rose comme ça? Bah parce que c'est Jérém Star. Elle est chatounette. Donc avertissement ici, c'est parti, je t'écoute. Donc avertissement, la télé-réalité est un divertissement périlleux chez les esprits faibles et les rêves de gloire qu'elle engendre ont des effets pernicieux. La télé-réalité est un sport dangereux pratiqué par des athlètes de haut niveau. Ils sont surentraînés. Essayez de ne pas trop imiter les candidats de télé-réalité. Il en va de votre intégrité. Par conséquent, ne prenez pas au sérieux les cascades intellectuelles qui sont décrites dans ce livre. J'encourage vivement les parents des Jérém Starlet à les aider à trouver les divertissements plus appropriés et surtout à leur apprendre à faire la différence entre la fiction et les réalités. Mais cette fiction et cette réalité, c'est pas aux parents de l'inculquer. C'est, je pense, aux émissions de le montrer. Je trouve ça très bien que tu le dises dans ton livre et que tu montres vraiment le côté pernicieux de la télé-réalité sur la société. Quelqu'un devait le faire. Je te félicite. Merci, Sherry. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du coup, un retour aux oubliettes? Un retour aux oubliettes me va très très bien, sans aucun souci. Voilà, je te remercie de m'avoir invité pour justement montrer que cette télé-réalité-là, qui était Koh-Lanta, était réelle. Et voilà, bon, on est un peu ridicule, il y a des canards. Non, pas ridicule, je trouve que c'est assez excitant, on se croirait sur le tournage d'un film porno. Donc, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Faut juste savoir qu'il est comme ça, il fait plein de cris, voilà, mais en vrai, il n'est pas aussi exubérant et aussi bête peut-être. Merci pour cette interview en tout cas, Vermine. J'espère que voilà, tu t'es exprimé comme tu l'as pu. Je te rends ton flambeau et je vais donc immédiatement l'éteindre et t'éjecter de ma baignoire. Du balai au piquet. Merci grande folle. Bye cochonaille.